Il y a 2000 ans, la province romaine de Narbonne est à l'apogée de son développement. Narbo Marcius est une capitale administrative et religieuse plus importante que Nemosus, qui deviendra Nîmes, Lugdunum, Lyon, et même la parisienne Lutèce. Densément peuplée, c'est le lieu de résidence des proconsuls impériaux. Regardez son emplacement stratégique au cœur de ce nœud de communication exceptionnel. Elle est au croisement de la Via Domitia qui relie Rome à l'Espagne et la Via Aquitania qui conduit l'Empire jusqu'à l'Atlantique. Au sud, Narbo Marcius s'ouvre sur la Méditerranée. Le port de Narbonne était l'un des plus importants de l'Antiquité. Il faut imaginer sur ce site des infrastructures portuaires imposantes, à la hauteur du prestige de Narbo Marcius. Ces amphores, retrouvés à fond de cale de ce navire romain, témoignent du développement du commerce du vin qui transitait par ce débouché stratégique. À l'époque romaine, c'est par l'un des bras de l'Aude, aujourd'hui le canal de la Robine, que les marchandises transitaient entre le port et le centre de la cité, comme en témoigne le tympan de l'hôtel de ville de Narbonne. À partir du 1er siècle de notre ère, la culture de la vigne est autorisée au-delà des Alpes. Cette décision changera pour les 2000 ans qui suivront l'économie de notre région. Le vin de la province narbonnaise sera exporté dans tout l'Empire, suivant ainsi les pérégrinations des légions romaines. Pour son conditionnement et son transport, il faudra fabriquer des milliers d'amphores, comme le fameux modèle Gauloise 4. Partout où sont passés les Romains, nous retrouvons des amphores. Dans toute la Gaule, jusqu'en Grande-Bretagne, de Rome jusqu'en Grèce, en Égypte et même en Inde. Pour assurer cette production, de grands centres de fabrication sont créés. Amphoralis est le seul de cette envergure complètement exploré à ce jour. Du 1er au 3e siècle, cet atelier aura un rendement quasi industriel. 12 potiers au moins pouvaient travailler simultanément dans la galerie des tourneurs. Tout est réuni pour son développement par le contexte économique et sa situation géographique stratégique. Alors pourquoi en ce lieu précis ? Rien n'aurait été possible sans les ressources naturelles indispensables. L'argile en abondance, l'eau de nombreux puits, le bois des forêts pour cuire les amphores, la vaisselle et les matériaux de construction. Grâce à la clairvoyance de Paul Bouisset et Guy Rancoul, tous deux vignerons, l'archéologue Fanette Lobenheimer et son équipe ont pu mener un travail de fouille méticuleux. C'est une longue aventure. Elle commence en 1975. C'est alors qu'un archéologue audois, Guy Rancoul, me signale la découverte à Salelles-d'Aude de ce qui pourrait être un atelier d'amphores et me conduit chez Madame Bouisset à Ouveillan, qui, avec son mari Maurice, veut bien me conduire sur le site. À ce moment-là, j'ai décidé d'entamer une prospection, c'est-à-dire marcher à pied sur le site. À partir de là, nous avons pu faire une fouille beaucoup plus développée
tout en la conservant toujours, c'est-à-dire qu'on ne remblayait plus, mais on couvrait nos fouilles, et en particulier les fours, avec des toitures de tôle difficiles à mettre en place, difficiles à enlever pour commencer la fouille d'après. On n'avait pas d'autres exemples en France de ce genre de structure pour le moment, pour l'époque romaine. Donc l'idée d'un musée a germé. Et c'est en 1992 que ce musée a été réalisé et inauguré, soit 6 ans avant la fin des fouilles. Tout d'abord, il y a un quartier d'habitation, des habitations modestes. Ce sont des petites maisons juxtaposées de part et d'autre d'une rue assez droite. Et l'on pense que l'on pouvait y loger à peu près 70 personnes avec leur famille. Et puis, il y a le quartier plus artisanal qui est juxtaposé, pas très loin, et qui comprend, lui, tout d'abord des carrières d'argile à ciel ouvert ou puits de diverses formes. Et l'atelier de potier s'installe quasiment à proximité ou sur ces carrières d'argile. Et puis, il y a les tours, et ça c'est important, les tours de potier. Et c'est une chose exceptionnelle, à Salelles-d'Aude, nous en avons retrouvé plus d'une dizaine. Et dans un des exemples les mieux conservés, bien sûr le tour en bois a disparu, mais nous retrouvons l'empreinte du volant du tour, là où il poussait la roue avec ses pieds. Le potier avait à sa droite 2 amphores découpées pour faire des sortes de bols dans lesquels il pouvait mettre son eau, où il pouvait mettre son argile, voire des cendres pour éviter que la poterie ne colle. À proximité de ces tours, dans des bâtiments, d'autres bâtiments contiennent des fours. Ils sont très nombreux, on en compte au moins 13 gros. Et puis, avec le boom des amphores et le développement de la viticulture, vers les années 50, on va voir apparaître des fours énormes, de capacité 10 fois supérieure. Rappelons-nous que nous sommes à proximité de Narbonne, capitale de la Narbonnaise. C'est une ville dans laquelle les riches Narbonnais étaient aussi propriétaires de terrains viticoles. Et ces terrains viticoles avaient besoin d'emballage pour commercialiser leur vin. Et Salelles a produit des amphores. Mais les amphores de Salelles ne sont pas du tout d'un type habituel. Ce sont des amphores ventrus, trapus, avec un fond plat, qui sont tout à fait spécifiques, qui sont de création gauloise. Elles pèsent une dizaine de kilos, elles peuvent contenir 30 litres, voire davantage. Donc elles sont excellentes pour le commerce. Aujourd'hui, 17 fours ont été mis au jour et l'étendue des créations identifiées est remarquable. Jusqu'à 70 modèles de céramique commune, des matériaux de construction. Sans compter les objets ou les parures de la vie quotidienne, et bien sûr, les amphores. Nous avons pu déterminer 4 grandes étapes qui ont jalonné ces 3 siècles d'occupation. En fonction des époques, les fours construits étaient plus ou moins grands, la production plus ou moins diversifiée, jusqu'à l'abandon de l'atelier au début du IVe siècle. Grâce à l'analyse des charbons de bois retrouvés dans les fours, les chercheurs en bioarchéologie peuvent même nous dire de quelles essences était constituée la végétation autour du site il y a 2000 ans. La création d'un musée est un événement qui reste rare. Amphoralis est né de la ténacité, du travail acharné de toutes les équipes scientifiques ou bénévoles qui se sont succédées, d'une véritable prise de conscience de la population locale, de ses élus, du potentiel scientifique et culturel du site. Son architecture a été pensée pour une découverte originale des vestiges. Comme abrité sous les grandes ailes d'un oiseau, vous pourrez survoler le quartier artisanal. Mais l'ambition d'Amphoralis va plus loin. Faire parler la terre, la pierre, les objets, compléter les données scientifiques
et vous présenter une interprétation allant jusqu'à proposer une restitution de l'environnement des potiers gallo-romains. Au-delà de cette minutieuse maquette, nous avons recréé l'habitat grandeur nature avec les techniques et les matériaux utilisés dans l'Antiquité. À proximité, nos équipes ont installé un jardin où l'on retrouve des plantes alimentaires, médicinales, condimentaires, ornementales et artisanales. Nos potiers ont expérimenté des techniques pour fabriquer des objets selon les formes originales des vestiges découverts sur le site. Ils ont retrouvé les gestes spécifiques à la création de la vaisselle commune, des céramiques et de la célèbre amphore gauloise 4. Et bien sûr, un four de terre de 8 mètres cubes a été construit. Restitution exacte d'un des premiers fours du site au 1er siècle. Sur la durée de cuisson, ça, quand on fouille, on n'a pas la réponse. Combien de temps on met pour fabriquer une amphore? C'est pareil, il n'y a pas la réponse. Donc l'archéologie expérimentale permet de, une fois qu'on a listé les questions auxquelles on veut répondre, de mettre les moyens. Mais l'idée était de se rapprocher au plus près des techniques de l'époque. On a pu observer des détails importants à la construction, vérifier les dimensions des briques. Et comme ça, tout a été préparé pendant ces 9 mois avant le démarrage concret de ces expérimentations. Donc au total, plusieurs milliers de briques à fabriquer, d'une vingtaine de kilos chacune, de ce qu'on avait estimé. Mais il est vrai que pour le four qui a été choisi, le four 4, sa voûte est constituée de pots. Donc c'est un travail qui s'est fait, un mélange entre le travail du potier qui tourne et l'archéologue qui est là pour regarder, mesurer, pour se rapprocher au plus près de l'objet. Ce four, il fait plus de 7 mètres cubes de capacité. Et une autre chose compliquée dans les premières cuissons, c'est qu'on a choisi de faire des chargements mixtes, tuiles, briques et céramique. La température, c'est une vision moderne. Les potiers n'avaient aucune idée de ces chiffres-là. Il y a une forte humidité qui va se dégager de toute la masse d'objets qu'il y a à cuire dans les premières centaines de degrés. Donc en mettant la main dans les fumées, on va sentir cette humidité ou pas. Et au fur et à mesure de la chauffe, il y a des regards, des trous, qui permettent au potier de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et on sait que quand à l'intérieur on a un rouge orangé, aujourd'hui on sait que ça correspond autour des 950 degrés, mais il savait avec l'expérience que cette couleur déterminait la bonne température. On s'est aperçu au bout de quelques cuissons qu'il y avait des façons évidemment plus pratiques d'enfourner les tuiles plates. Et que la tuile canal est un objet très embêtant, qu'on doit plutôt cuire verticalement. Toutes ces recherches, toutes ces expérimentations scientifiques ont permis de comprendre le fonctionnement de ce site artisanal antique. Aujourd'hui, Amphoralis vous fait appréhender la vie quotidienne des potiers. Une rencontre, une immersion aux racines profondes de notre civilisation.